Une broderie oubliée. Un nom dont personne ne se souvient. Bienvenue au Conte policier, je suis votre hôte Elliot. Nous avons créé quelque chose de spécial ici. Dites-moi d'où vous nous écoutez dans les commentaires. Vos voix donnent vie à ces mystères, j'adore lire chacun d'entre eux. Kamankins. C'était le genre d'après-midi que seul Saint Mildred pouvait offrir. Ensoleillé, tempéré et imprégné du léger parfum des fleurs de fin de printemps, mêlé au sandwich au concombre et au sirop d'églantier. La pelouse du presbytère avait été parfaitement peignée, et les chaises pliantes en bois disposées avec soin, formant des demi-cercles bien nets sous des banderoles flottantes rouges, blanches et bleues. C'était la garden party annuelle, destinée à récolter des fonds pour la restauration du clocher de la paroisse, un événement d'une grande importance locale et une fierté encore plus grande pour le village. Madame Bantry, resplendissante dans sa soie lilas et son chapeau qui avait visiblement traversé au moins une saison londonienne, tenait sa cour près de l'urnaté. Le révérend Broom, grand et aimablement déconcerté, s'efforçait jovialement de circuler, sans renverser sa limonade. Des rires fusaient sous le chapiteau. Il y avait des génoises et des macarons, une fanfare de Mush Benham et une tombola avec comme grand prix une bouteille de sherry et une housse de coussins crochetés. Miss Marple, discrètement assise sous un cytise en fleurs, observait l'assemblée avec son habituel mélange d'attention et de détachement. Sa broderie, une scène assez détaillée de Saint-Georges et le dragon, reposait intacte sur ses genoux. Ne trouvez-vous pas, ma chère, que ce genre d'événement invite toujours à une touche théâtrale, murmura-t-elle à Miss Hartnell, une gouvernante à la retraite au regard étrangement perçant pour quelqu'un qui se disait presque aveugle. Miss Hartnell grogna d'un air évasif. Le moment théâtral survint, mais pas de la manière qu'on aurait imaginé juste au moment où les gagnants de la tombola étaient annoncés. Un cri perçant perça le bourdonnement des conversations polies, un son aigu qui trancha le calme comme une lame. Les têtes se tournèrent. Les conversations se figèrent. Cela provenait de la lisière du verger, juste au-delà de la haie palissée. Une servante du manoir, pâle comme du lait et tremblante comme une feuille dans l'orage, traversa la pelouse en courant, sa casquette de travers. C'est Monsieur Harcourt. Il est mort. Un silence stupéfait s'installa. La fanfare, hésitant un instant à poursuivre, laissa sa dernière note s'éteindre comme une excuse embarrassée. Des tasses s'entrechoquèrent. Quelqu'un laissa tomber un scone. Miss Marple se leva, ajustant ses gants avec un soin méticuleux. Ils trouvèrent M. Julian Harcourt récemment rentré de son service colonial à Ceylan et invité des riches durant à Willowden Hall, affalé sous les cadavres de jacinthe des bois qui bordaient le verger. Sa cravate était desserrée, ses yeux fixés dans ce vide étrange que personne ne prend jamais pour du sommeil, et sa chevalière, toujours portée, avait disparu. Sur son revers, curieusement, une seule jacinthe écrasée subsistait, comme laissée par accident ou intentionnellement. Le docteur Crabtree fut immédiatement appelé. Il arriva précipitamment, examina le corps en fronçant les sourcils et déclara d'une voix crispée que la mort remontait à moins d'une demi-heure. Probablement un empoisonnement. Comment ni pourquoi, il ne pouvait encore le dire. C'est toujours un empoisonnement, ces temps-ci, murmura l'agent Finch, qui n'avait assisté qu'à un seul meurtre réel en 20 ans et avait passé les 2 derniers après-midi à réparer son poulailler. Les villageois avaient commencé à murmurer, rassemblés en petits groupes autour de la pelouse. Le meurtre, si meurtre il y avait bien, n'avait pas frappé Sainte Mildred. Du moins, pas de mémoire d'homme. Miss Marple resta pres du chemin du verger. L'expression indéchiffrable. Alors que le brouhaha s'amplifiait et que les questions fusaient plus vite que les réponses, elle s'agenouilla brièvement à l'endroit où se trouvait le corps, effleurant délicatement de ses doigts gantés la jacinthe écrasée, notant la plus légère empreinte sur le sol à côté, trop petite pour une chaussure d'homme. Elle se releva lentement, son regard se portant sur le portail en treillis qui menait au potager, puis sur la foule derrière elle. Un regard croisa le sien. « Pauvre Julien !» murmura quelqu'un. « Quelle honte !» Mais, eh bien, il avait le don de tout mettre en branle,
n'est-ce pas? Miss Marple ne dit rien. Son regard s'attarda sur la fleur froissée, la bague manquante et l'expression du visage de la jeune Cynthia Durand, le genre d'expression qu'on s'efforce de ne pas afficher en public. Pas précisément le chagrin, mais quelque chose de dangereusement proche du soulagement. La mort de M. Julian Harcourt se répandit dans le village de Saint-Mildredès comme un murmure sur du velours, douce, persistante et impossible à ignorer. Alors que le crépuscule s'infiltrait le long des haies et que les chauves-souris commençaient à voleter au-dessus des toits de chaume, le village tout entier était plongé dans les spéculations. Aux Rose et Crown, les pintes étaient laissées à moitié vides tandis que les clients se penchaient, tête jointe, pour décortiquer chaque détail entendu, la plupart inexacts et tous délicieux. Eh bien, j'ai entendu dire que son visage était violet, dit Madame Tilling, du marchand de légumes, d'une voix basse mais triomphante. Du poison, paraît-il. De la morora dans sa limonade. N'importe quoi, marmonna Ned Bartlett en polissant un verre derrière le bar. Le révérend Broom a servi les boissons lui-même. Il n'empoisonnerait pas un chat. Ce sont toujours les plus discrets, insista Madame Tilling. Et vous savez, on dit que M. Harcourt n'était pas tout à fait le gentleman qu'il prétendait être. Cette dernière phrase, murmurée sur un ton conspirateur, devint un sentiment qui gagna rapidement du terrain. Dans les salons, les petits salons et les étroites allées des jardins, Julian Harcourt était en pleine transformation. Ce charmant célibataire mondain aux manières impeccables, qui avait flatté les veuves âgées et fait rougir les jeunes femmes, était désormais arrogant, calculateur, bien trop sûr de lui. Mademoiselle Lavinia Pratt, qui avait refusé une partie de croquet la semaine précédente, décrivait désormais son sourire comme un peu huileux. Madame Durand, maîtresse de Willowden Hall, reçut ses invités ce soir-là dans le salon principal, tous partageant avec autant de stupeur que de chagrin. Elle était assise, raide, le dos droit comme celui d'un soldat, acceptant les condoléances avec le sang-froid de quelqu'un qui préférait de loin nettoyer l'argenterie plutôt que de gérer le deuil public. « C'est indescriptible », déclara le colonel Pritchard, qui avait autrefois joué au bridge avec Harcourt. Un homme dans la fleur de l'âge. Et ici même, dans notre village, en plein jour. Je persiste à dire que c'était le cidre, suggéra sa femme en ajustant nerveusement son sac à main sur ses genoux. Le garçon de la boulangerie en a apporté, n'est-ce pas? Je ne lui ai jamais fait confiance. Il fredonnait tout le temps. Oh, ce n'était pas le cidre, mon chéri, dit Madame Durand d'une voix faible. Julian buvait à peine. Un peu de limonade, peut-être. Rien de plus. Cynthia Durand, debout près de la cheminée, ne dit rien. Elle avait été la première à saluer Julian Harcourt à son retour à St. Mildredès 3 mois plus tôt, l'ayant invité à séjourner à Willowden comme un vieil ami de la famille. Maintenant, son visage habituellement posé était pâle, sa posture rigide. Elle ne broncha pas lorsqu'on prononça son nom en passant, mais ses jointures restèrent fermement serrées sur le bord de sa manche. « Je suppose que la police devra interroger tout le monde, » dit le colonel Pritchard. « Procédure habituelle. Terriblement disagreeable. Ils voudront parler à Miss Marple, sans aucun doute, ajouta Madame Pritchard d'un air assuré. Cette femme voit tout. Comme une pie. Le majordome de la famille Durand, un homme discret aux cheveux blancs nommé Ansley, entra juste à ce moment pour remplir le thé. Il se déplaça sans bruit, mais son regard se porta sur Cynthia, puis sur Madame Durand, puis se détourna rapidement. Personne ne le remarqua. Ou plutôt, tout le monde le remarqua et fit semblant de ne pas le remarquer. Miss Marple, quant à elle, était rentrée dans son cottage de Church Lane. Sa bouilloire sifflait déjà lorsqu'elle retira ses gants et les posa soigneusement sur la table d'entrée. Elle mit sa tapisserie de côté, elle n'y toucherait pas ce soir encore, et versa une cuillerée de darjeeling en feuilles dans la théière. Elle avait vu le visage de Cynthia Durand, bien sûr, et la main ferme de Madame Durand sur sa tasse, un peu trop serrée pour être naturelle. Elle avait observé le docteur Crabtree hésiter lorsqu'on lui avait demandé de confirmer la cause du décès,
et avait remarqué l'agitation de l'agent Finch en jetant un coup d'œil vers le portail en treillis, où de faibles empreintes de pas commençaient déjà à s'estomper sous le soleil de l'après-midi. Il y avait des questions, certes, mais pas celles des villageois. Celle de mademoiselle Marple était plus calme, plus douce, comme le bruit de la laine qui glisse entre les doigts. Qu'avait fait Julian Harcourt pour susciter la haine, qu'il avait ramené à Saint-Mildred, et qui avait souhaité que ce ne soit pas le cas? Elle l'avait déjà vu. Pas précisément cela, bien sûr, mais le schéma. Les signes subtils d'une blessure non pas au corps, mais à l'orgueil. Ou à l'amour. Au matin, la police était arrivée du comté. L'inspecteur Grave, un homme pressé et soucieux de l'efficacité, commença son enquête auprès des Durand. J'ai cru comprendre que M. Harcourt était un invité ici, dit-il d'un ton cordial mais sec. Depuis combien de temps était-il resté? Cette semaine, répondit madame Durand. Il est arrivé fin avril. Cynthia lui avait écrit après avoir lu son retour en Angleterre dans le Times. De vieux amis, des amis de la famille. Le père de Julian a servi aux côtés de mon défunt mari pendant la guerre. Cynthia était assise dans un coin de la pièce, le dos droit, les mains jointes sur les genoux. Mademoiselle Durand, poursuivit l'inspecteur en se tournant vers elle. Puis-je vous demander quel était votre lien avec M. Harcourt, au-delà du lien familial? Les lèvres de Cynthia se pincèrent, puis s'ouvrirent. Nous nous connaissions. Rien de plus. Il était charmant, intelligent, mais il avait beaucoup de connaissances. Madame Durand lança un regard noir à sa fille, mais ne dit rien. Je vois. État-G.M. Harcourt était-il en bonne santé? Avait-il des antécédents médicaux, des plaintes récentes? Non, rien, répondit rapidement madame Durand. Il était plutôt vigoureux. Il aimait les longues promenades et les échecs. Et il avait une passion pour la botanique. C'est pour ça qu'il était près du verger, je crois. Les jacinthes des bois. De la botanique, dites-vous? Grave nota quelque chose dans son carnet. Et a-t-il reçu des visiteurs ces derniers jours? Des lettres, peut-être? Je n'en ai vu aucune, dit Ansley en entrant silencieusement avec un plateau de thé. Mais il allait au village presque tous les matins. À la poste? Oui. Ou à la bibliothèque. Grave sa chiesca. Nous parlerons aussi à la bibliothécaire. À la poste, Madame Edgecombe, dont la personnalité était à la fois discrète et curieuse, avait déjà préparé ses réponses. Monsieur Harcourt passait presque tous les matins. Toujours très poli. Il achetait des timbres. Il envoyait quelques colis. Quel genre de colis? Demanda l'agent Finch, debout à côté de Grave, l'air vaguement perdu. Des livres, je crois. À quelqu'un à Londres. L'adresse de retour était Willowden, bien sûr. En a-t-il reçu? Demanda Grave. Oh, oui. Un mardi dernier. Petite enveloppe. Papier crème. Ça avait l'air assez cher, à mon avis. Mais bien sûr, je ne l'ai pas lu. Grave sausa un sorfil. Avait-il l'air perturbé? Excité? Après l'avoir ouvert? Madame Edgecombe pencha la tête d'un air pensif. Il était silencieux. Pensif, peut-être. Il a glissé directement dans la poche de son manteau. Il n'en a jamais parlé. Cet après-midi-là, la fouille de la chambre d'amis de Harcourt par l'inspecteur ne révéla pas grand-chose. Pas de lettres, pas de journal. Une valise, quelques chemises, un échiquier et une photo délavée d'une femme que personne ne connaissait. Elle était jeune et jolie, coiffée d'un chapeau orné de ce qui aurait pu être une jacinthe des bois. Miss Marple, debout juste devant l'entrée bordée de haies, ne jeta qu'un bref coup d'œil à la photo, contenue dans une enveloppe à preuve. Mais c'était suffisant. Elle se retourna et retourna lentement vers le presbytère, où le révérend Brown discutait avec le docteur Crabtree sous la glycine. « Révérend, dit-elle doucement, Monsieur Harcourt vous parlait-il souvent? » Seulement de temps en temps, dit-il, surpris. Surtout du fond du clocher. Il a fait un don, en fait, plutôt généreux. Il semblait désireux de se racheter, même si je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Le docteur Crabtree hocha la tête d'un air sombre. Il n'a pas mentionné de maladie non plus. Mais il m'a interrogé, la semaine dernière, sur la digitale.
Il a dit qu'il lisait des articles à ce sujet. Un truc en rapport avec la digitale. Les yeux de Miss Marple brillèrent légèrement. « Ah oui » dit-elle avec un léger intérêt. « Eh bien, quelle curiosité !» Elle leva les yeux et observa un rouge-gorge voltiger dans le jardin du presbytère. Ce n'était pas la digitale qui retint son attention, mais le genre de question qu'un homme pose lorsqu'il s'attend à une réponse. La pluie tomba pendant la nuit, douce et persistante, mouillant les haies et illustrant les pavés de 5000 dreads d'un éclat argenté. Au matin, la garden party du presbytère lui donna un air d'une autre vie, une illusion ensoleillée dont on ne se souvenait plus que par quelques bribes de banderoles et le léger bruit de pas en bordure du verger. Miss Marple, toujours ponctuelle, apparut à la bibliothèque du village à 10 heures précises, parapluie sous le bras et ses chaussures claquant délicatement sur le sol en pierre. La bibliothèque, installée dans ce qui avait été les anciennes écuries du manoir, était un lieu solennel où flottait une odeur de papier humide et de cirage. Elle était dirigée par Miss Héloïse Netherfield, une femme d'une taille considérable et d'une moralité inflexible, connue pour froncer les sourcils à tout client qui rapportait un livre, même avec un jour de retard. « Bonjour, Miss Netherfield, » dit Miss Marple d'un ton enjoué. « Ah, Miss Marple, » répondit Miss Netherfield en ajustant ses lunettes. « Il pleut encore, à ce que je vois. Je suppose que ce n'est que temporaire. » Le ciel semblait prometteur au-dessus des Downs. Elle marqua une pause, puis jeta un coup d'œil vers l'alcôve de lecture au fond. « Je crois que M. Harcourt venait souvent ici, n'est-ce pas ?» Miss Netherfield pinça les lèvres. « En effet, toujours ponctuel, un peu comme vous. Le jeudi, généralement, et le lundi. Il aimait parcourir les rayons botaniques, même si je dois dire qu'il consultait rarement. S'est-il renseigné sur des titres en particulier? Une fois, il a posé une question sur la Flora Britannica et une autre sur les plantes vénéneuses, ce que j'ai trouvé assez étrange à l'époque. Je suppose que beaucoup de gens s'intéressent à ce genre de choses. Les jardiniers, en particulier. Le ton de Miss Marple était légèrement conversationnel, mais son regard ne vacilla pas. Miss Netherfield hésita, puis baissa la voix. Il y avait autre chose. Il y a environ une semaine, M. Harcourt a demandé un exemplaire de Meurtre au monogramme de cette nouvelle auteure. Comment s'appelle-t-elle? Une sorte de pastiche moderne. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, mais il semblait étrangement intéressé. Il n'a jamais fait partie de notre catalogue habituel. Remarquez, alors j'ai dû le demander à Mush Benham. L'a-t-il récupéré? Non. Il est arrivé la veille de la garden party. Il attend toujours au fond. Je vois, dit mademoiselle Marple pensivement. Curieux. Elle s'attarda près de l'étagère, Histoire naturelle, faisant semblant de parcourir les titres pendant que son esprit travaillait tranquillement. Un homme s'intéressant récemment au poison, aux jacinthes des bois et au monogramme incitait plutôt à la suspicion. Elle se retourna pour partir, puis marqua une pause. « Dites-moi, mademoiselle Netherfield, vous souvenez-vous si quelqu'un d'autre est venu en même temps que M. Harcourt? Peut-être lui a-t-il parlé ?» Mademoiselle Netherfield fronça les sourcils. « Eh bien, puisque vous le dites, le jeune Freddy Hargreave était souvent là le lundi. Il s'asseyait dans un coin avec ses magazines policiers. Et je crois que Madame Rossité est entrée la semaine dernière pendant que M. Harcourt feuilletait les livres. » Madame Rossité? La couturière? Oui, même si elle emprunte rarement des livres. Elle a tendance à s'attarder. Mademoiselle Marple hocha la tête, la remercia gentiment et se dirigea vers la place. Pendant ce temps, l'inspecteur grave interrogeait méthodiquement les invités de la garden party. À la résidence Broom, il sirotait du thé tiède tandis que le vicaire faisait les 100 pas, nerveux. Je lui ai à peine parlé, insista le révérend Broom. Je l'ai présenté à la table de limonade, puis je l'ai laissé en conversation avec le colonel Pritchard. Où était ce mademoiselle Clegg? J'ai bien peur d'avoir été terriblement distraite par les numéros de la tombola. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de M. Harcourt? Ou quelqu'un qui semblait particulièrement agité? Broom réfléchit.
Il semblait calme. Poli, bien sûr. Mais pas animé. Pas comme la semaine précédente. Cynthia Durand ne semblait pas lui parler du tout, ce qui m'a semblé étrange, compte tenu de la nature de leur amitié. Je vois. A-t-il parlé de son séjour à l'étranger? Rien de précis. Je lui ai posé des questions sur Ceylan, et il a dit qu'il valait mieux laisser certaines choses derrière soi. Il a ri après, mais j'ai senti que ce n'était pas vraiment une blague. De retour à Willowden Hall, Cynthia se tenait à la fenêtre de sa chambre, contemplant les jardins tachetés de pluie. La voix de sa mère résonna faiblement dans le couloir, ordonnant à Ansley d'annuler le déjeuner du jeudi. La maison avait pris des airs de tombe. La police avait ratissé les appartements de Julian, et le salon était devenu le théâtre d'interrogatoires chuchotés et d'observations acerbes. Cynthia se retourna et jeta un coup d'œil à la petite boîte en bois posée sur sa coiffeuse. Elle était verrouillée. À l'intérieur se trouvait une demi-douzaine de lettres, écrites de l'écriture distinctive de Julian. La plus récente, elle l'avait reçue 2 jours seulement avant la fête. Elle n'avait pas répondu. Elle ouvrit le tiroir supérieur de la coiffeuse et en sortit soigneusement une petite enveloppe. Elle ne portait pas d'adresse de retour, seulement son nom, écrit dans une écriture familière. À l'intérieur se trouvait une Jacinthe des Bois pressés. Elle avait pleuré, non pas parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle ne savait pas si c'était un souvenir ou un avertissement. Miss Marple, parapluie une fois de plus déployé, se dirigea vers la maison de Madame Ada Rossité, qui tenait l'atelier de couture du village depuis son salon exigu mais bien rangé. Madame Rossité ouvrit la porte, vêtue de son tablier fleuri habituel, les joues rougies par la chaleur de son fer. « Mademoiselle Marple. Entrez, ma chère. Quel temps épouvantable. Asseyez-vous, attention aux épingles. » Mademoiselle Marple s'assit avec un sourire agréable. « Ada, je me demandais si je pouvais vous poser une question délicate. » Madame Rossité haussa un sourcil. « Oh, rien de trop scandaleux, » ajouta Mademoiselle Marple d'un ton léger. « J'ai cru comprendre que vous étiez à la bibliothèque récemment. Le jour où M. Harcourt y était. »« Ah, oui, je suppose. Vous ne lui avez pas parlé par hasard, n'est-ce pas ?» Madame Rossité hésita, jouant avec une bobine de fil. « Bereavement. Il m'a demandé si je connaissais les motifs de broderie florale. Il semblait intéressé par le symbolisme. Le symbolisme, il m'a demandé si les jacinthes des bois avaient une signification, en broderie ou en héraldique. Je lui ai dit que les jacinthes des bois symbolisaient l'humilité, le regret ou parfois la constance. Cela dépend du livre. Et comment a-t-il répondu? Eh bien, dit-elle lentement, il semblait pensif, mais peut-être un peu triste. Miss Marple la remercia et se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Oh, Ada, est-ce que tu fais des monogrammes sur tes vêtements? Je veux dire sur tes créations sur mesure. » « Des monogrammes? Oh, j'ai fait des serviettes de temps en temps. Mais ce sont surtout des initiales, des lettres sophistiquées. J'ai fait un joli CJ pour la jeune Charlotte Jenkins le mois dernier. »« Pourquoi? »« Oh, sans raison, » dit Miss Marple en souriant. « Seulement, on oublie souvent à quel point un petit détail peut être révélateur. » Ce soir-là, le village était plus calme que d'habitude. Le pub ferma tôt. Les fenêtres brillaient derrière les rideaux tirés. Des murmures s'échangèrent autour des tables. Les spéculations commençaient à se réduire. Certains croyaient encore au poison, d'autres à un mystérieux visiteur du passé de Julian. Mais personne ne parvenait à s'accorder sur le mobile. Au presbytère, Mademoiselle Marple prit son thé avec le révérend Broom et sa femme, qui, après une longue journée à répondre à des questions, semblait reconnaissant d'une compagnie qui n'en posait aucune. « Je suppose que nous serons tous suspects jusqu'à ce qu'un malin découvre la vérité, » soupira Madame Broom. « Je suis sûr que l'inspecteur découvrira la vérité bien assez tôt, » répondit doucement Mademoiselle Marple. « Mais j'ai toujours pensé que la vérité n'apparaît que lorsqu'on cesse de regarder le spectacle et qu'on commence à observer les silences. » Le pasteur parut perplexe. Mademoiselle Marple sirota simplement son thé. Dehors, la pluie continuait, tombant doucement sur le village qui,
pour la première fois de mémoire d'homme, s'était retrouvé au cœur de quelque chose de sombre. Il y aurait d'autres questions à poser, d'autres silences à écouter. Et Miss Marple, silencieuse, tricotant, apparemment oisive, commençait déjà à entrevoir la silhouette de la chose se former sous la surface. À la fin de la semaine, les jacinthes des bois avaient commencé à faner sous le poids de la pluie et des soupçons chuchotés. Si la nature de St. Mildred continuait à prospérer, les rosiers fleurissaient, le linge flottait sur les cordes entre les averses et les poules grattaient dans des poulaillers boueux, l'atmosphère parmi les villageois était devenue manifestement tendue. L'inspecteur Grave, malgré toute son efficacité méthodique, avait atteint un point dans son enquête où restreindre le champ des suspects ne faisait qu'approfondir le mystère. Trop de gens avaient des raisons de détester Julian Harcourt. Trop nombreux étaient ceux qui prétendaient ne le connaître que vaguement, alors qu'en réalité, il avait été intimement mêlé à la vie privée d'au moins 3 foyers. Ses liens les plus visibles, bien sûr, étaient avec Willowden Hall. C'est là qu'il avait vécu, dîné et charmé, avec son sourire facile et son don pour se souvenir des noms. Et c'est là que Grave revint, bloc-notes à la main, pour un nouvel interrogatoire. « Monsieur Hensley », dit l'inspecteur tandis que le majordome le conduisait dans le petit salon, « j'aimerais clarifier quelques détails. » « Bien sûr, monsieur. » Hensley croisa les mains derrière le dos, l'expression toujours aussi indéchiffrable. « Depuis combien de temps êtes-vous chez les Durand ?»« 17 ans, monsieur. » Assez longtemps pour observer en détail la récente visite de monsieur Harcourt, j'imagine. En effet. Décririez-vous l'atmosphère familiale pendant son séjour comme paisible? Hensley hésita, parfois tendu. Monsieur Harcourt avait le don d'inspirer la confiance, monsieur. Et toutes ces conversations ne restaient pas privées. Grave leva brusquement les yeux. Suggérez-vous qu'il faisait chanter quelqu'un? Oh non, monsieur. Pas ouvertement. Mais il y a des moyens de se faire entendre. Une remarque par-ci, une plaisanterie par-là. Monsieur Harcourt aimait perturber les gens. Et qui a-t-il perturbé? Hensley esquissa un léger sourire. Madame Durand, par exemple. Et mademoiselle Cynthia, même si elle essayait de ne pas le montrer. C'était un invité, mais pas toujours le bienvenu. Et le personnel? Nous gardions nos distances, monsieur. Il était cordial, mais vigilant. Vaillant, comme un homme qui s'attend aux ennuis et veut les voir venir. Cynthia Durand, interrogée à nouveau, se montra nettement plus froide que lors de son premier entretien. « Je ne pense pas avoir été la seule à trouver Julian difficile, » dit-elle en remuant son thé. Il n'a jamais été cruel à proprement parler, mais il aimait perturber l'équilibre. Il prenait plaisir à l'inconfort. Le tien en particulier? Demanda Graves do Cement. Ses yeux se plissèrent. Je l'ai invité ici. C'est vrai, mais seulement parce que je croyais naïvement que le passé pouvait se résoudre par la civilité, que nous pouvions tous aller de l'avant. Et le passé? Elle hésita. Il a rompu des fiançailles. Les miennes. Il y a 3 ans, juste avant son départ pour Ceylan. Grave cligna des yeux. Je n'étais pas au courant, personne ne l'était. C'était privé. Ma mère s'y est opposée, bien sûr. Elle a dit que ça ne durerait jamais. Elle avait raison. Mais Julian est revenu et s'est comporté comme si nous n'étions que de simples connaissances. Comme si mes sentiments étaient une invention de ma part. C'était humiliant. Elle reposa sa tasse avec un léger tintement. Pensez-vous que je sois capable de meurtre, inspecteur? Je pense que vous êtes une jeune femme avec un mobile, mademoiselle Durand. Et pourtant, répondit-elle froidement, une demi-douzaine d'autres le sont aussi. En effet, la liste s'allongeait. Madame Lavinia Pratt, célibataire, directe et fidèle du comité des femmes, s'était publiquement disputée avec M. Harcourt au sujet d'un projet de rénovation de la salle des fêtes. Elle le trouvait arrogant et intrusif. Il voulait le financer de manière privée. Dit-elle à l'inspecteur, à certaines conditions. Le contrôle du projet, de la programmation. Ce ne serait plus une salle communautaire, mais un monument à son ego. Le colonel Pritchard, bien que moins direct, était tout aussi déconcerté par la présence d'Harcourt. C'était un homme intelligent.
Trop intelligent. Il savait démoraliser quelqu'un en un mot ou deux. Il évoquait toujours, par accident, ses investissements ratés ou ses choix regrettables. Madame Edgecombe, la receveuse de poste, ajouta une nouvelle complication. « Je ne devrais pas le dire », murmura-t-elle par-dessus le comptoir, mais je l'ai vu une fois se disputer assez violemment avec le jeune Freddie Hargreaves, dans la ruelle derrière la boulangerie. Quand? 2 jours avant la fête. Freddie tenait une lettre, et M. Harcourt l'a arrachée et l'a déchirée en deux. Freddie Hargreaves, convoqué pour parler à Grave, arriva maussade et débraillé, son manteau à moitié boutonné et les yeux noirs de défi. « Je ne l'ai pas tué, dit-il avant même qu'on lui pose la question. Je le détestais, mais je ne suis pas un meurtrier. »« Pourquoi le détestais-tu, Freddie ?» Le garçon hésita, la mâchoire serrée. Puis, soudain, sa défiance se brisa. « C'était mon père. » Grave cligna des yeux. « Je vois. Non, tu ne me reconnais pas. Il ne m'a jamais salué. Ma mère travaillait à Willowden il y a des années. Quand j'étais petite, elle disait que mon père était en voyage d'affaires. Puis elle est morte, et j'ai retrouvé les lettres. Des lettres de lui. Codes Secrets. Toutes signées J. C'est comme ça que j'ai su. Tu l'as confronté? Bien sûr que oui. Je voulais la vérité. Je voulais qu'il l'avoue. Et il a refusé? Il a ri. Il a dit que j'avais de l'imagination. Il a dit que si je répandais des histoires, je le regretterais. Tu lui as écrit avant son arrivée? J'ai laissé un mot à la mairie le jour de son arrivée. Pas de réponse. Alors j'ai attendu. Attendu quoi? Freddie détourna le regard. Pour voir s'il ferait ce qu'il fallait. Il ne l'a pas fait. De retour sur Church Lane, Miss Marple était assise tranquillement dans son salon, la radio murmurant quelque chose à propos de pénurie de moutons et du prix de l'essence, une chaussette presque terminée sur les genoux. La révélation concernant Freddie ne la surprit pas, les jeunes ont rarement l'amertume avec grâce, et la dispute dans la ruelle avait été remarquée par plus d'un. Ce qui la frappa le plus, cependant, fut l'affaire de la lettre déchirée. Non pas à cause de ce qu'elle disait, mais à cause de ce qu'elle n'avait pas eu l'occasion de dire. On était souvent plus négligent avec les demi-vérités qu'avec les mensonges. Elle jeta un coup d'œil aux journaux soigneusement empilés à côté d'elle. L'édition de la semaine précédente portait encore le léger filigrane d'une Jacinthe des Bois, un détail que personne d'autre n'avait remarqué. L'entête de l'enveloppe que Julien avait reçue. Elle l'avait aperçue brièvement dans la bibliothèque de Miss Netherfield. Et maintenant, il était question d'une lettre à Freddie. Détruite elle aussi. Et la photo dans la chambre de Julien, une femme avec une Jacinthe des Bois sur son chapeau. Un symbole. Un monogramme. Un message. Le lendemain matin, l'inspecteur Grave fit ce qu'il considérait comme une découverte. Dans la doublure du manteau de Julien Harcourt, finement cousu dans l'ourlet, ils trouvèrent une seconde enveloppe, cachée et scellée. Elle ne portait que les initiales E.H. Grave, prenant soin de ne pas la déchirer, l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un mot plié, bref et écrit d'une main de femme. « Vous avez promis. Vous avez donné votre parole. Si vous la brisez maintenant, tout sera détruit. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Pas de signature, pas de date, mais une légère trace du même filigrane de Jacinthe des Bois dans un coin. » L'inspecteur Grave soupira. Une menace voilée, écrite avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que ses secrets lui donnaient du pouvoir. Il referma l'enveloppe et la marqua comme preuve. La liste des suspects s'était affinée. Mais la clarté, comme Miss Marple le savait mieux que quiconque, était souvent un mirage. La vérité, comme toujours, restait cachée à la vue de tous. Le soleil apparut enfin le lendemain après-midi, hésitant et humide, comme s'il hésitait à l'accueillir. Saint Mildred expira, les fenêtres s'ouvrirent pour aérer les recoins moisis, et le léger cliquetis des outils de jardinage reprit avec intensité. Mais l'ombre du meurtre de Julien Harcourt persistait, s'attardant comme de la fumée dans les haies et s'immisçant dans chaque conversation. Au presbytère, Mademoiselle Marple avait terminé son thé et était de retour au jardin, désherbant ostensiblement le massif d'herbes aromatiques,
bien que, comme d'habitude, son esprit fût loin du romarin et du cerfeuil. C'est laquelle fut trouvée par le jeune Édouard Broom, le neveu du pasteur, un garçon timide aux mains habiles et aux bégaiements malencontreux. « Mademoiselle M. Marple » demanda-t-il en trottant nerveusement dans l'herbe. « J'ai trouvé quelque chose. Près du verger. J'ai pensé que vous voudriez le voir. » Elle leva les yeux, son visage s'illuminant de bienveillance. « Oh, c'est gentil de ta part, Édouard. Qu'est-ce que c'est ?» Il sortit de sa poche un petit objet, soigneusement enveloppé dans un mouchoir plié. À l'intérieur se trouvait une broche délicate, en argent, en forme de jacinthe des bois avec une fine tige frisée. Miss Marple la prit délicatement, la retournant de ses doigts gantés. Le fermoir était légèrement plié, comme s'il avait été arraché d'un vêtement à la hâte. Et au dos, près de la base du pétale, elle le vit, un monogramme, gravé si faiblement qu'il était à peine visible. « E.H. Eh bien, maintenant, murmura-t-elle, comme c'est intéressant. » Elle leva les yeux vers Édouard, qui se balançait maladroitement d'un pied sur l'autre. « Où avez-vous dit l'avoir trouvé ? » ?»« Près du saule, juste après la haie. Dans l'herbe. Elle devait être là depuis la fête. » Elle hocha la tête pensivement. « Merci, mon cher. Vous m'avez été d'une grande aide. » Il rayonna d'une fierté discrète et s'enfuit. Miss Marple se tenait debout, époussetant ses genoux. Une broche en forme de jacinthe des bois. Des initiales cachées. Arrachées à quelqu'un. Tant de petites choses, celles que la plupart des gens négligent. Mais Miss Marple avait longtemps cru que c'était précisément dans l'oubli que la vérité avait tendance à se cacher. Le même après-midi, l'inspecteur Grave retourna à Willowden Hall pour une autre réunion, cette fois avec Madame Durand en personne. Elle le reçut dans le petit salon, un espace rempli de porcelaine ancienne et de portraits de famille délavés, assis sous une peinture à l'huile à l'air sévère de son défunt mari. « Inspecteur, dit-elle vivement, j'espère que vous avez fait des progrès. »« J'ai en fait, a-t-il répondu, en retirant la lettre cachée de son cas. « Je voudrais que vos réflexions à ce sujet. » Elle la prit, a scanné le contenu et la remit avec une expression pierreuse. « Je ne reconnais pas l'écriture manuscrite. Ou les initiales. Aucune idée de qui pourrait être E.H. Je n'ai pas peur de ne pas. Pas quelqu'un dans le village, peut-être. Quelqu'un avec une rancune. » L'inspecteur, presque tous ceux qui savaient que Julien avait une raison de le détester. Mais je me retrouve à nouveau à tuer. Papier. Cette broche. Trouvée près de la Seine, avec les initiales E.H. aggravées. Madame Durand est allée très immobile. Je vois. Une idée à qui elle pourrait appartenir. Il y a eu une pause. Puis, lentement, elle a dit « Oui, je crois qu'il appartenait à Héloïse Netterfield. » Grave cligna des yeux. Le bibliothécaire. Elle était autrefois très proche de Julien Harcourt. Il y a des années, avant de quitter l'Angleterre. La plupart des gens ne savent pas. Elle n'en parle jamais. Je vois, dit à nouveau Grave, sont-on maintenant accablés d'un nouveau intérêt. Ce soir-là, Mademoiselle Marple a emprunté le court chemin vers la bibliothèque, arrivant juste au moment où Miss Netterfield a mis une pile de livres retournés. « Ah, Mademoiselle Marple, a-t-elle dit, gérant un sourire serré. Y a-t-il quelque chose que je peux vous aider à trouver? »« Oui, mon cher. Je crois que vous l'avez déjà trouvé, en fait. » Miss Netterfield se redressa, une main toujours sur l'étagère. « Je vous demande pardon. » Mademoiselle Marple a tendu dans son sac à main et a retiré la broche Bluebell, maintenant nichée en toute sécurité dans un mouchoir. Je pensais que cela pourrait être le vôtre. Le visage de Mademoiselle Netterfield se figeait. Puis, dans une voix si basse qu'elle était à peine inscrite, elle a dit « Où avez-vous trouvé cela ?» C'était près du verger, juste après la treillis. Les yeux du bibliothécaire sont tombés sur la broche, et pendant un instant, elle n'a rien dit. Ensuite, avec un soupir qui semblait dégonfler toute sa posture, elle s'asseyait derrière son bureau. « C'était à moi, a-t-elle admis tranquillement. Il y a des années. Et les initiales E.H. pour Héloïse Hargreave.
Mon nom de jeune fille. Molly Marple acquiesca. Je le pensais autant. Je ne savais pas que ça était tombé. Je le portais ce jour-là. Toujours stupide. Molly Netherfield leva brusquement. Oui, dit-elle. Je l'ai fait. Sa voix trembla légèrement. Nous étions fiancés. Brièvement. Cela s'est mal terminé. Je ne sais pas ce que je m'attendais à son retour. Je me suis dit que j'avais déménagé. Mais quand je l'ai vu, tout est venu se précipiter. L'avez-vous parlé à la fête? Je l'ai fait. Juste pour un moment. Il a souri comme si rien ne s'était jamais produit. Et puis il a dit quelque chose, je ne me souviens même pas des mots. J'ai quitté le jardin immédiatement. Je ne suis même pas resté pour la tombola. Je suis rentré directement à la maison. Est-ce qu'il t'a écrit avant son arrivée? Miss Netherfield a hésité, puis hocha la tête. Oui, une courte lettre. Il a demandé si je le rencontrais. A dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Mais quand nous nous sommes rencontrés, c'était juste un jeu pour lui. Comme toujours. Avez-vous toujours la lettre? Elle a ouvert un tiroir et a récupéré un glissement de papier crème plié, en relance avec la même petite Bluebell watermark. Mademoiselle Marple l'a accepté avec soin. Le ton était ambigu, sans amis, coquette et pourtant teinté de quelque chose de tari. Mademoiselle Marple a renvoyé la lettre. « Je te crois », dit-elle simplement. Et elle l'a fait. Héloïse Netherfield a eu le cœur brisé, pas homicide. Mais la réapparition de la broche avait servi un objectif plus grand que son propre mystère. Cela a confirmé quelque chose que mademoiselle Marple soupçonnait depuis longtemps, que le tueur avait frotté près de Julian ce jour-là. Assez près pour cueillir une fleur. Assez près pour voler une bague. Et assez proche pour déchirer une broche de la robe de quelqu'un. Mais pas d'Héloïse. Non, pensa Emwele Marple. Le fermoir avait été brisé. Il avait été arraché, pas tombé. Plus tard dans la soirée, alors que mademoiselle Marple était assise près de sa cheminée, tricotait les aiguilles en cliquant doucement, elle a revu son catalogue mental une fois de plus. Une fleur écrasée, une lettre cachée, un faux monogramme, et la curieuse absence de la bague de Julian. Une bague qu'il portait toujours, la même vue par d'innombrables villageois à la jardinage, mais qui manque maintenant entièrement. La bague ne manquait pas seulement. Il avait été pris. Elle s'est tournée vers le journal local et a de nouveau étudié la photographie de la jardinage, celle cassée par mademoiselle Hartnell juste avant la tombola. Julian Harcourt, mi-conversation, une main levée, geste. L'anneau était là. Il a donc dû disparaître après la mort. Ou peut-être, il ne s'était jamais rendu à la police. Pas perdu. Cash. La chaleur de samedi a apporté un calme étrange à Saint-Mildredes. Un silence était tombé sur le village, pas la paix d'un après-midi paresseux, mais le genre de silence fragile qui vient avant que quelque chose ne se casse. Le meurtre de Julian Harcourt ne se sentait plus comme un scandale à chuchoter. C'était devenu un poids sur la communauté, en appuyant dans chaque conversation, chaque regard en côté. Les secrets avaient commencé à desserrer. À Willowden Hall, l'air avait changé. Cynthia Durand se tenait aux longues fenêtres du salon, regardant la pelouse. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis la dernière visite de l'inspecteur. La lettre cachée dans le manteau de Julian l'avait plus dérangée qu'elle n'en avait laissé. Elle avait reconnu l'écriture. Ce n'est pas immédiatement. La main d'Héloïse avait changé au fil des ans. Mais elle se souvenait de la façon dont Julian montrait ses vieilles lettres, en particulier celles des femmes qu'il adorait. C'était un point de fierté, une fois. La mère de Cynthia, assise à proximité avec sa broderie, leva les yeux soudainement. « Vous couvez à nouveau » a-t-elle déclaré. « Je pense » a répondu Cynthia catégoriquement. « Il n'y a rien à penser. La police le triera. » Cynthia S.E. tourna lentement. « Croyez-vous vraiment cela » Madame Durand pressa ses lèvres ensemble, son aiguille en pose au milieu. « Nous n'avons rien à cacher, Cynthia. Ce n'est pas la même chose que de dire la vérité. » Une pause. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire que Julian savait des choses, mère. À propos de vous. À propos de moi. » Sa voix tomba.
Tu m'accuses de quelque chose. Je ne sais pas, dit Cynthia. Dois-je être? Pendant ce temps, l'inspecteur Grave avait décidé qu'il était temps de faire face à une autre menace qui était passée trop longtemps, le colonel Alastair Pritchard. Le colonel le salua avec raideur à la porte de sa modeste domaine sur l'extrémité ouest du village. « J'ai entendu dire que vous avez creusé, a-t-il dit, la voix tendue. C'est mon travail, colonel. Je n'ai pas tué l'homme, si c'est pour cela que vous êtes ici. Je suis ici parce que plusieurs personnes ont signalé une dispute entre vous et M. Harcourt. 3 jours avant la fête. Au bureau de poste. Pritchard a expiré fortement et a fait signe des tombes vers le jardin. Marchez avec moi, inspecteur. Je préfère ne pas en discuter ou ma femme pourrait entendre. Il se promenait devant les lits de roses, les bottes du colonel croquant doucement le long du gravier. C'est vrai, a-t-il enfin dit. Nous avons vu des mots. Il me menacait punto. À propos de quoi? Pritchard hésita, l'amzoira serra. À propos de mon fils. Mon défunt fils. Je ne savais pas que vous en aviez un. Il est mort à Ceylan. Il y a 3 ans. Le rapport officiel parlait de paludisme. Mais Julien savait le contraire. Il était au courant d'un incident, d'une dissimulation. Mon fils était impliqué dans quelque chose de louche. Je ne connais pas les détails. Julien a fait allusion à du chantage. A-t-il demandé de l'argent? Non. Il voulait avoir accès aux archives, aux lettres, à tout ce qui pouvait servir à un livre, a-t-il dit. Un exposé moralisateur. Il prétendait faire ça pour la justice. J'ai dit que s'il publiait un seul mot, je le ruinerais. Grave griffonna doucement dans son carnet. C'est un sacré mobile, colonel. Oui, eh bien, tout comme se faire insulter lors d'une garden party. Que suggérez-vous? Que j'ai drogué sa limonade et que je sois parti en sifflotant. Je suggère, dit Grave froidement, que votre menace fait de vous une personne d'intérêt. Pritchard s'arrêta et se retourna. Eh bien, je ne l'ai pas tué. Et si vous trouvez le véritable meurtrier, vous découvrirez que son mobile n'était pas l'orgueil. C'était la peur. Miss Marple, qui avait passé la majeure partie de la journée à la maison à faire semblant d'adorer son nouveau plateau de prime vert, avait déjà commencé l'art subtil de la confrontation à sa manière. Elle reçut Madame Ada Rossité dans son salon cet après-midi-là, soi-disant pour récupérer un ourlet raccommodé. « Vous faites un si beau travail, Ada, » dit Miss Marple avec douceur. « Je ne sais pas comment vos mains restent si stables. » Madame Rossité, satisfaite, rougit légèrement. « Il faut les occuper, » répondit-elle. « En effet, un peu comme l'esprit. Je trouve que la couture m'aide toujours à réfléchir. » Miss Marple plia le vêtement sur ses genoux. Sa voix resta douce. « Dites-moi, ma chère, étiez-vous au courant de la relation de Julien Harcourt avec Héloïse Netterfield? » Madame Rossité cligna des yeux. « J'avais entendu des murmures. Mais c'était il y a des années. » « Tout à fait. Et pourtant, je trouve curieux que vous ayez parlé de broderie lorsque Julien vous a abordé à la bibliothèque. Il vous a interrogé sur la signification des fleurs, n'est-ce pas? C'est vrai. Il semblait curieux au sujet des jacinthes des bois. Avez-vous mentionné leur association avec les secrets ou les regrets? Les regrets, oui. Les secrets, non. Mademoiselle Marple se pencha légèrement en avant. Voyez-vous, je crois que quelqu'un a utilisé ce symbole pour laisser un message. Pas pour la police, mais pour quelqu'un d'autre. Un message personnel. La broche qui a été retrouvée. Avez-vous déjà fabriqué quelque chose de similaire? Madame Rossité hésita. J'ai fait quelque chose de similaire une fois. Pour Héloïse. Il y a des années. Un cadeau de sa mère. Mademoiselle Marple hocha la tête, comme pour confirmer ce que l'on soupçonnait déjà. Et diriez-vous que cette pièce pourrait facilement être confondue avec une autre? Ou était-elle unique? Unique, certainement. J'ai utilisé un émail rare. Import. On n'en voit pas souvent. Alors c'est assez troublant qu'il ait été arraché d'une robe et laissé près d'un corps, tu ne trouves pas? Les yeux de Madame Rossité s'écarquillèrent. Je ne savais pas qu'on l'avait retrouvé. Non,
dit doucement mademoiselle Marple. Bien sûr que non. De retour sur la place du village, Freddie Hargreaves nettoyait la vitrine de la boulangerie lorsque Grave l'appela. Vous avez dit que M. Harcourt avait déchiré une lettre que vous aviez écrite, dit Grave. Oui. Vous vous souvenez de ce qu'elle disait? Freddie haussa les épaules en s'essuyant les mains sur son tablier. Je lui ai dit que j'avais des preuves. Au sujet de ma mère. Que je savais ce qu'il avait fait. Qu'avait-il fait, Freddie? Le garçon détourna le regard. Elle est morte pauvre, seule, et il n'est jamais venu nous chercher. Pas même une seule fois. Et il aurait pu. Il en avait les moyens. Ce n'est pas vraiment un meurtre. Non, mais je voulais qu'il ressente quelque chose. De la honte. Culpability. Au lieu de cela, il s'est contenté de rire. Freddie jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, baissant la voix. Vous ne pensez tout de même pas qu'elle. Madame Durand. On ne spécule pas, dit Grave. On se contente de faits. Ce soir-là, Miss Marple fit une promenade tranquille aux abords du village, passant devant le verger, les haies et l'étroit sentier qui menait à l'ancienne carrière. Elle s'arrêta à l'endroit où le corps de Julien avait été retrouvé. Quelque chose l'avait toujours troublée à propos de la fleur. Elle était écrasée, certes, mais soigneusement placée. Pas tombée. Placée. Ce n'était pas une marque d'affection. C'était une signature. Pas un indice sur qui la victime avait aimé, mais sur ceux qui l'avaient haï. Le lundi matin, le village en avait assez de faire semblant. Le choc du meurtre de Julien Harcourt s'était transformé en quelque chose de plus dense, de plus collant, des spéculations mêlées de fatigue. Même la boulangerie, habituellement refuge de plaisirs innocents, servait ses petits pains au raisin avec une pointe de tension. Un autre rebondissement, je parie, marmonna M. Silas Potts, penché au bureau de poste, un exemplaire du Daily Express sous le bras. Rien de simple dans cette affaire. Comme cette histoire avec la vieille Lady d'Aventry et la soupe empoisonnée. On n'a jamais su qui l'avait vraiment préparée, n'est-ce pas? Mademoiselle Hartnell, en route pour toucher sa pension, renifla. C'était réglé, Silas. Tu n'as juste pas fait attention. La femme de chambre avoua. Eh bien, grommela-t-il, ils finissent tous par avouer. Dans le coin du fond du bureau de poste, derrière le présentoir d'Almanach de jardin, mademoiselle Marple étudia une affichette concernant un chat-tigre éperdu, puis se tourna vers madame Edgecombe derrière le comptoir. « Des lettres ont-elles disparu récemment, Edna » demanda-t-elle gentiment. « Disparu » Les sourcils de madame Edgecombe se haussèrent. « Oh non, pas officiellement. Mais bon, je ne les ouvre pas, n'est-ce pas? » « Non, bien sûr que non. Mais je me disais juste. Si une lettre était prise après distribution, elle ne serait peut-être pas officiellement disparue, n'est-ce pas? Prise par qui? Miss Marple pencha la tête. Eh bien, si quelqu'un savait qu'une lettre contenait quelque chose d'incriminant à un vieux secret, par exemple, il pourrait être tenté de la récupérer avant que quelqu'un d'autre ne la voie. Madame Edgecombe se pencha en avant, l'air conspirateur. Comme celle envoyée à la jeune Miss Cynthia, peut-être, une enveloppe pâle. Épaisse. Elle n'est pas venue la chercher, Julien Harcourt l'a fait, il a dit qu'elle le lui avait demandé. Je m'en souviens parce que j'ai trouvé ça bizarre sur le moment. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. Vous souvenez-vous de la date? Le jeudi avant la garden party. Merci, Edna. Vous avez été d'une grande aide. Miss Marple sortit dans l'allée, les nuages au-dessus de sa tête agités par un vent qui sentait l'herbe coupée et la pluie qui se préparait encore. Elle s'arrêta au coin de la rue, jetant un coup d'œil au bureau de poste avec un léger froncement de sourcils. Julien avait pris la lettre de Cynthia. Pourquoi? À Willowden Hall, Cynthia Durand faisait de nouveau les 100 pas. Elle avait à peine dormi. La découverte de la broche d'Héloïse Netterfield et l'idée qu'elle ait pu être cachée ou s'être trompée l'avaient perturbée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se retourna en entendant sa mère entrer. « Il y a un problème ?» demanda Cynthia. Madame Durand tenait une feuille de papier pliée dans sa main gantée. « Ceci vient d'arriver par coursier, dit-elle. Pas d'adresse de retour.
adressé à moi, mais non signé. Cynthia l'a pris, le cœur battant. Le mot disait, il a pris la lettre. Je n'avais jamais voulu que tu la voies. J'essayais de te protéger. Cynthia fixa ces mots, la terreur lui remontant le long de l'échine. Je pense, dit-elle doucement, qu'on nous prévient. Prévenus? De quoi? Que quelqu'un sait ce qui s'est passé, ou ce qu'il pense qu'il s'est passé. Madame Durand se raidit. Insinuez-vous que nous sommes suspects? Cynthia croisa le regard de sa mère. Je suggère que quelqu'un veut nous faire croire que nous le sommes. L'inspecteur Grave n'était pas un homme enclin à la perspicacité poétique, mais tandis qu'il était assis à son bureau à examiner les déclarations, une tendance commença à se dessiner. Non pas dans les récits eux-mêmes, contradictoires et vagues, mais dans ce qui avait été omis. Trop de gens avaient mentionné le charme de Julian, mais beaucoup moins avaient admis être proches de lui. Trop d'histoires de brèves rencontres et de conversations passagères. Et pourtant, des lettres avaient circulé. Des cadeaux avaient été échangés. Il y avait eu tout un réseau de moments privés, chacun soigneusement nié ou minimisé après sa mort. Il tendit de nouveau la main vers la photo trouvée dans la chambre d'Harcourt. La femme sur la photo, non identifiée, portait une robe pâle et une jacinthe des bois épinglée à son chapeau. Son visage était légèrement détourné. Il n'y avait pas vraiment prêté attention auparavant, un amour perdu, peut-être. Mais maintenant, il se leva brusquement et quitta la gare. Pendant ce temps, Miss Marple servait du thé au docteur Crabtree dans son salon. Vous dites que le corps ne présentait aucun signe évident de traumatisme, demanda-t-elle doucement. Aucun, confirma-t-il. Pas d'échymose, pas de blessure. Le visage était légèrement déformé, comme dans certains types d'arrêts cardiaques. J'ai d'abord soupçonné un digitalisme. Dérivé de la digitale, bien sûr. Oui, mais les tests n'ont pas été concluants. Si c'était du poison, c'était subtil. Peut-être un alcaloïde rare. Un alcaloïde peu recherché. Et comment a-t-il été administré? Ingéré? Très probablement. Bien qu'il n'y ait eu aucune trace dans son verre. Aucun verre n'a été trouvé près de lui. En fait, songea-t-elle. Ce qui suggère qu'il a été retiré. Par le tueur? Ou quelqu'un a paniqué. Ils sirotèrent en silence. Docteur Crabtree, dit-elle enfin, puis-je vous demander votre avis sur un sujet plutôt délicat? Bien sûr. Si quelqu'un mourait en s'administrant du poison avec l'intention de se suicider mais qu'une autre personne supprimait des preuves compromettantes, cela constituerait-il un meurtre aux yeux de la loi? Il fronça les sourcils. Si quelqu'un se suicide et qu'un autre altère la scène de crime pour suggérer un acte criminel, eh bien, c'est de l'obstruction. Peut-être un parjure, selon les déclarations. Mais un meurtre? À moins qu'il n'ait aidé à l'acte. Je vois. Elle remua son thé une fois, puis reposa doucement la cuillère. C'est une possibilité intéressante, vous ne trouvez pas? Le coup de théâtre survint en milieu d'après-midi. Un cri strident et essoufflé retentit derrière la maison douairière. Madame Tilling, partie chercher des groseilles à maquereau dans la haie de sa sœur, découvrit un second corps, cette fois affalé contre un banc de jardin, transi de froid et parfaitement immobile. C'était Ansley, le majordome des Durand. Son cou portait une seule marque de contusion. Aucune arme en vue. Sa montre de poche était arrêtée à 2h18. L'inspecteur Grave arriva dans l'heure, flanqué de 2 agents et d'un docteur Crabtree essoufflé. Étranglé, confirma le médecin d'un air sombre. Pas un travail professionnel. Rapide. Brutal. Il manque quelque chose. Un petit carnet en cuir. Son portefeuille est toujours là, mais son manteau a été fouillé. Grave parcourut le sentier du regard. Aucun signe de lutte. Aucun témoin. Miss Marple arriva juste au moment où les policiers bouclaient la zone. Je craignais quelque chose comme ça, dit-elle doucement. Et vous? Demanda Grave, sans embâche. Elle hocha la tête. On tue rarement une fois à 5 000 dread. Mais quand cela arrive, c'est presque toujours parce que le premier décès a laissé une trace. Elle tourna les yeux vers la maison au sommet de la colline. Ansley savait quelque chose.
Ou peut-être a-t-il trouvé quelque chose. Quoi qu'il en soit, il est devenu gênant. Par exemple, « Oh, je n'oserais pas spéculer », dit-elle doucement. Mais j'imagine que ce qu'il avait a disparu. Grave avait l'air sombre. Une seule mort, c'est déjà assez terrible, Miss Marple. Deux. Et peut-être, dit-elle doucement, pas le dernier. Ce soir-là, alors que le village fermait portes et fenêtres, Miss Marple était assise tranquillement près de sa cheminée, une dentelle oubliée sur ses genoux. Elle se tourna de nouveau vers la photo de la chambre de Julian, étudiant le chapeau de la femme, la forme de la broche et l'inclinaison de l'épaule. Ce n'était pas Héloïse, ni Cynthia, mais quelqu'un de plus proche qu'il ne le pensait. La vraie question n'était plus de savoir qui avait pu faire ça, mais qui en savait assez pour cesser de faire semblant. Le lendemain matin, un silence étrange régnait, comme si le village lui-même retenait son souffle. Une brume s'accrochait aux champs, s'enroulant autour des murs de pierre et des poteaux de clôture, tel le spectre d'un secret qui refusait encore d'être exprimé à voix haute. Dans sa maison de Church Lane, Miss Marple était déjà à son bureau. Elle avait rédigé 3 mots à la main courts, polis et sans fioriture, et avait envoyé le jeune Edward Broom les remettre rapidement. Chacun portait une simple demande de thé, à prendre à 16h cet après-midi-là dans sa chambre. Jordan. Rien de suspect, rien d'urgent, juste une tasse de thé. Elle attendit. À 4h précises, le premier invité arriva. Cynthia Durand portait une robe d'été verte et se tenait avec la même dignité posée qu'à chaque réception publique à St. Mildred's, même si Miss Marple remarqua la façon dont elle serrait son sac à main. « J'espère ne pas être en avance », dit-elle avec un léger sourire. « Pas du tout, ma chérie. Interest. » Madame Héloïse Netterfield la suivit 10 minutes plus tard, anormalement agitée, les cheveux un peu trop serrés et les lunettes de travers. « Je ne prends pas souvent le thé l'après-midi, » dit-elle en s'installant dans le fauteuil offert, « mais je suppose que c'est bien de changer de routine de temps en temps. » Enfin arriva le colonel Pritchard, ponctuel comme toujours, le dos droit et moustachu, avec la raideur d'un homme qui n'aimait pas les surprises. « Je suppose que cette réunion a un but, » dit-il brusquement en jetant un coup d'œil aux autres. « Oh, pas du tout, » dit Miss Marple avec son air le plus innocent. « Simplement une petite visite de courtoisie. Mais peut-être pourriez-vous satisfaire la curiosité d'une vieille dame pendant que nous prenons notre thé ?» Ils obéirent. Après tout, qui pourrait refuser à Miss Marple une conversation? Elle versa de la théière fleurie, faisant circuler tasses et soucoupes dépareillées. Une brise flottait à travers la haie. Des oiseaux gazouillaient sous le sureau. Et quelque part dans le village, une cloche d'église sonna 4h30. C'est étrange, commença-t-elle, comme on parle si facilement de meurtre dans un petit village. Comme si c'était quelque chose de bien rangé, de contenu. Mais c'est rarement le cas. Personne ne répondit. Elle poursuivit. Prenez la mort de M. Harcourt. Tout le monde dit que c'était inévitable. Il était trop charmant, trop indiscret. Et pourtant, personne ne s'attendait vraiment à sa mort, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il meure. Cynthia posa sa tasse. Vous disiez avoir une question. Ah oui, juste une petite. Miss Marple se pencha en avant. Qui l'a tué? Grogna le colonel Pritchard. Eh bien, c'est à la police d'en décider. Mais la police, dit doucement Miss Marple, a cherché partout où il ne fallait pas. Le colonel fronça les sourcils. Vous avez une théorie? Alors. J'ai une observation, dit-elle. Plusieurs, en fait. Elle se tourna vers Cynthia. Vous avez reçu une lettre la semaine précédant la fête. Une lettre que M. Harcourt a interceptée. Le visage de Cynthia pâlit. Comment le saviez-vous? Il a dit à Madame Edgecombe, à la poste, que vous lui aviez demandé de la récupérer. Mais vous ne l'aviez pas fait. Non, je ne l'avais pas fait. Cette lettre, dit doucement Miss Marple, venait de quelqu'un qui vous mettait en garde. N'est-ce pas? Cynthia hésita, puis hocha lentement la tête. Oui, de la part de Louisa. Miss Netterfield se raidit sur sa chaise. Je voulais juste aider, dit-elle rapidement. Je savais qu'il reviendrait.
Et je craignais, je craignais ce qu'il pourrait fomenter. Il fomentait déjà, dit Cynthia. Il était au courant pour les dettes de mon père. Pour le prêt que ma mère avait contracté auprès de la famille de Julien avant son départ. Elle ne me l'a dit que récemment. Il s'en servait pour la manipuler. Alors vous croyez que votre mère l'a tué? Demanda le colonel Pritchard, incrédule. Non, dit Cynthia. Mais je crois qu'il la faisait chanter. Ou qu'il la menaçait. Miss Marple les regarda tour à tour. Vous voyez comme c'est compliqué? Chacun avait une raison de vouloir la disparition de M. Harcourt. Mais très peu en ont eu l'occasion. Et encore moins ont eu le courage de le faire paraître si élégant. Elle se tourna vers le colonel Pritchard. Vous l'avez menacé? Bien sûr. C'est connu. Il renifla. J'aurais dû faire plus que ça. Mais vous ne l'avez pas fait. Et bien que vous ayez discuté avec lui, vous n'avez jamais donné suite. Vous êtes trop fier. Et trop honnête. Le colonel détourna le regard. Eh bien, Héloïse, continua-t-elle, vous l'avez affronté le jour de la fête. Vous portiez la broche Jacinthe des Bois qu'il vous avait offerte. Elle a été arrachée de votre robe, mais pas par lui, n'est-ce pas? Non, dit Héloïse doucement. Par quelqu'un d'autre. Après mon départ. Miss Marple hocha la tête. Voyez-vous, quelqu'un a pris la broche et l'a placée près du corps. Non pas comme un indice, mais comme une diversion. Pour vous piéger. Héloïse Helida. Pourquoi? Pour se protéger. La voix de Miss Marple resta douce, mais il y avait désormais du fer sous-jacent. Je crois que M. Harcourt n'est pas mort d'un poison administré par un inconnu. Je crois qu'il a ingéré lui-même, ou qu'il a soupçonné d'avoir été empoisonné quelque temps avant la fête. Et je crois que le coup fatal a été porté par quelqu'un qui pensait épargner quelqu'un d'autre. Silence. Les tasses de thé étaient oubliées. Puis-je vous montrer quelque chose? Elle sortit une petite enveloppe de son panier à tricot et la tendit à Cynthia. À l'intérieur se trouvait une photo, la même que celle retrouvée dans la chambre de Julien. La femme au chapeau, le léger monogramme sur son col à peine visible maintenant. Ce n'était pas Cynthia, ni Héloïse. C'était Madame Durand. Jeune, radius, et indéniablement la même femme. La bouche de Cynthia s'entr'ouvrit sous le choc. Elle m'a dit qu'elle le connaissait à peine. Elle a menti, dit doucement Miss Marple. C'est à elle qu'il a écrit en premier. Pas à toi. Il ne voulait pas raviver de vieilles histoires d'amour. Il était revenu pour faire pression. Une pression, répéta le colonel. Madame Durand a un jour accepté un arrangement très secret du père de Julien. Un soutien financier, sous la promesse de ne jamais révéler certaines indiscrétions. Vous pensez qu'elle l'a tué? Chuchota Cynthia. Mademoiselle Marple secoua la tête. Non, mais je crois qu'elle l'a dit à Ansley. Ou qu'il l'a découvert. Peut-être a-t-il essayé de la protéger en dissimulant des preuves. Peut-être espérait-il marchander avec quelqu'un d'autre. Et il a été réduit au silence pour cela, dit Grave en sortant du portail du jardin, suivi d'un agent de police. Il était arrivé 10 minutes plus tôt, à la demande discrète de Mademoiselle Marple, et était resté invisible derrière la haie de Troène. Il s'avança. Nous venons de fouiller à nouveau la chambre de Ansley, dit-il. Nous avons trouvé la chevalière de Julien cachée dans le tiroir de son bureau. Et une seconde lettre de Julien à Madame Durand. C'était cruel. Accusatoire. Il voulait la détruire. Miss Marple soupira. Je pensais plutôt qu'il le ferait. Elle se tourna de nouveau vers Cynthia. Votre mère a souffert pendant des années. Une souffrance digne, bien sûr. Mais à son retour, la menace était trop réelle. Elle a peut-être demandé de l'aide à Ansley, où il a agi de son propre chef. Quoi qu'il en soit, Ansley en savait trop. Et quelqu'un a paniqué. Elle regarda Cynthia droit dans les yeux. Vous n'essayez pas de protéger votre mère quand vous êtes allé dans le verger après la tombola. Vous essayez de trouver la bague. Les yeux de Cynthia s'emplirent de larmes. Je ne savais pas qu'il était mort. Mais vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu allongé là. J'ai pensé qu'il était ivre. Ou évanoui. Mais ensuite, j'ai vu la fleur. Et j'ai tout simplement su,
Grave s'avança de nouveau, plus doucement cette fois. « Vous devez venir avec nous, Miss Durand. » Cynthia hocha lentement la tête. « Je ne l'ai pas empoisonnée, dit-elle. Mais je savais ce que signifiait la lettre. Je l'ai sortie de sa poche. Je pensais que si je la brûlais, tout serait à nouveau en sécurité. » Elle se tourna vers Miss Marple. « Comment le saviez-vous » Miss Marple joignit les mains calmement. « Parce que seul quelqu'un qu'il a aimé autrefois pouvait le haïr au point d'avoir peur de ce qu'il pourrait dire. Et seul quelqu'un qui craignait de tout perdre risquait un second crime pour couvrir le premier. » Le lendemain matin se leva avec une clarté saisissante. La brume qui avait hanté St. Mildred pendant une semaine avait enfin disparu, chassée par le soleil qui scintillait dans les flaques d'eau et dorait les haies. Mais après la clarté, un étrange calme planait sur le village. La tension ne s'était pas dissipée. Elle s'était cristallisée. L'arrestation de Cynthia Durand, bien qu'inconnue du grand public, avait ébranlé les rares personnes au courant, principalement l'inspecteur Grave, le colonel Pritchard et mademoiselle Marple elle-même. Elle n'avait pas été inculpée, seulement amenée pour interrogatoire. Mais déjà, le murmure du scandale flottait dans l'air. Il était presque midi lorsque mademoiselle Marple reçut une visite. Madame Durand se tenait sur le pas de sa porte, pâle et posée, comme appelée par quelque chose de plus puissant que le devoir, la culpabilité. « Puis-je entrer, mademoiselle Marple ?»« Bien sûr, ma chère, dit-elle doucement en s'écartant. » Ils étaient assis dans le salon, les fenêtres grandes ouvertes sur le jardin. Madame Durand, vêtue de gris et de perles, était sagement assise dans le fauteuil à haut dossier, serrant ses gants de ses doigts qui ne tenaient pas en place. « J'imagine que vous savez pourquoi je suis ici. »« Il fine, dit mademoiselle Marple doucement. Ma fille n'a pas tué Julien Harcourt. Non, elle ne l'a pas fait. Et pourtant, vous l'avez laissée enlever. Qui la soupçonne? Je la soupçonnais d'avoir retiré quelque chose du corps, peut-être une lettre, ou la bague. Mais pas par culpabilité. Par peur. Par peur pour vous. » Madame Durand baissa la tête. « Je ne lui ai jamais dit la vérité. Pas toute la vérité. Julien était le genre d'homme qui voit une opportunité dans la faiblesse. Quand j'étais jeune, tout juste marié, j'ai fait une erreur. Son père a aidé à la dissimuler. Il y avait de l'argent. Des promesses. Julien est venu les récupérer. Il ressemblait à son père, au pire. Pourquoi revenir maintenant? Il s'était brouillé avec quelqu'un à Londres. Il avait perdu de l'argent. Sa réputation. Il cherchait à se reconstruire, et il pensait que remonter mon passé lui donnerait un moyen de pression. Il a menacé de révéler l'arrangement. Il a dit qu'il ruinerait notre réputation. Ansley était-il au courant? Les yeux de Madame Durand s'embuèrent. Oui, je le lui ai dit. C'était plus qu'un serviteur, Miss Marple. Il était loyal. Protector. Il a dit qu'il parlerait à Julien. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il comptait faire. Mais le lendemain matin, Julien était mort. Miss Marple croisa les mains. Et la mort de Ansley? Le sang-froid de Madame Durand se brisa. Sa voix devint nouée et cassante. Je ne sais pas, mais ce n'était pas Cynthia. Elle ne le saurait jamais, ne le pourrait pas. Elle avait peur. Elle a brûlé la lettre, je crois, pour me protéger. Mais un meurtre? Non. Miss Marple hocha la tête. Ses soupçons, longtemps mûris, s'étaient enfin éclaircis. Alors, il est temps, je pense, que tout le monde sache la vérité. Cet après-midi-là, l'inspecteur Grave convoqua une réunion dans le salon du presbytère, un lieu neutre, calme et sans journalistes. Parmi les personnes présentes figuraient le colonel Pritchard, Miss Netherfield, Cynthia et sa mère, avec la permission de Grave, et Miss Marple, assise discrètement près de la cheminée, les mains soigneusement jointes sur les genoux. Grave se tenait près de Latz. Comme vous le savez tous, nous enquêtons non seulement sur le meurtre de Julien Harcourt, mais aussi sur la mort ultérieure de Ansley, le majordome de son hôte. Bien que les deux puissent sembler sans lien, nous pensons désormais le contraire. Il jeta un coup d'œil à Miss Marple, qui hocha légèrement la tête. Graves s'écarta. Le silence se fit. Miss Marple s'élevait. « Je ne suis pas détective,
commença-t-elle, mais je me suis toujours intéressé aux gens. Et il me semble que cette affaire a moins porté sur la mécanique du meurtre que sur les mobiles enfouis sous la civilité. Saint-Mildredes, comme beaucoup de villages, a la mémoire longue et les humeurs irascibles. Mais ce qu'elle fait le mieux, c'est dissimuler. Elle se tourna légèrement, s'adressant à la salle. Monsieur Harcourt n'est pas mort par cruauté, même s'il l'était. Il n'est pas mort parce qu'il faisait chanter les gens, même s'il l'a fait. Il est mort parce que quelqu'un croyait qu'il n'avait pas le choix. Elle laissa le silence s'éterniser. Le jour de la garden party, Julian Harcourt avait en sa possession plusieurs objets. Une lettre adressée à Madame Durand, une photographie et une petite bouteille en verre, retrouvée brisée plus tard derrière le portail du verger. Son contenu? Un poison cardiaque rare à action rapide, dérivé d'une plante tropicale, un produit sur lequel Julian avait fait des recherches approfondies. Elle se tourna vers Cynthia. « Je crois que vous avez trouvé cette bouteille après coup. Peut-être même l'avez-vous cassée. Mais le poison avait déjà été administré. Très probablement plus tôt ce matin-là, dans un breuvage. » Grave ajouta, « On a trouvé des traces dans sa tasse de thé, récupérées dans le potager du manoir, enfouies sous du compost. » Poursuivit Miss Marple. La vraie question, alors, est de savoir qui lui a donné le thé. Tous les regards se tournèrent vers Madame Durand. Non, dit Miss Marple doucement. Pas elle. Elle avait trop peur pour agir. Mais quelqu'un d'autre dans la maisonnée, lui, ne l'était pas. Elle se tourna vers la personne la plus silencieuse de la pièce. Miss Netherfield, vous avez apporté du thé à Willowden le matin de la fête. La bibliothécaire tressaillit. Oui, je le faisais souvent. Vous n'en avez parlé à personne. Mais Ansley vous a vu. Il en a parlé au docteur Crabtree lors d'une conversation de routine le lendemain. Il a dit qu'il trouvait cela étrange, pour quelqu'un qui n'avait pas parlé à Julian depuis des années. Miss Netherfield dégluttait difficilement. Je voulais juste le voir. Une dernière fois. Vous saviez aussi qu'il menaçait les Durand, et qu'il prévoyait de publier quelque chose. Des larmes lui montèrent aux yeux. Il allait me nommer, dans les remerciements, comme un avertissement. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Il a refusé. Il a ri. Il a dit que j'étais juste une autre femme triste avec une broche en forme de jacinthe. Un silence. Puis Héloïse ajouta, « Alors j'ai mis du vinaigre dans son thé. » Des halètements emplirent la pièce. Je ne savais pas si ça le tuerait. Seulement que ça le rendrait malade, que ça l'effraierait. Mais quand il s'est effondré, j'ai paniqué. Je n'en ai parlé à personne. Je suis parti. Puis, quand j'ai vu que la broche avait disparu, j'ai cru qu'on me piégeait. Et Ansley? Demanda Graves doucement. Je pensais qu'il l'avait fait, murmura Héloïse. Je suis allé le confronter. Il m'a accusé de la même chose. On s'est disputé. Je ne voulais pas. Il m'a attrapé par le bras. Je l'ai poussé. Il est tombé. Il s'est cogné la tête. Elle enfouit son visage dans ses mains. Je ne voulais pas ça. Miss Marple posa doucement une main sur son épaule. Rares sont les meurtriers qui le font. Graves se releva. Miss Netherfield, il faut que vous veniez avec moi. Elle hocha la tête, engourdie. Tandis qu'on l'emmenait, le silence régnait dans la pièce. Plus tard dans la soirée, Miss Marple rentra chez elle et trouva un mot sur sa table d'entrée. Il était de Cynthia. Merci d'avoir su voir au-delà de ce que d'autres ne pouvaient pas voir, et de nous avoir sauvés toutes les deux d'un avenir façonné par le mensonge. Miss Marple s'assit près de la fenêtre et reprit sa dentelle, les doigts agiles malgré le poids du passé. Elle contempla le soleil couchant baignant Sainte Mildred d'une douce lumière. Le mal, disait-elle souvent, n'était jamais dramatique dans les villages. Il portait du tweed, souriait poliment et apportait du thé sucré. Mais il laissait toujours une trace. L'été s'installa sur Sainte Mildred avec un calme trompeur. Les prairies ondulaient d'or, les abeilles voletaient en arcs paresseux au-dessus des haies de lavande, et les carillons de la cloche de l'église sonnèrent à nouveau à intervalles réguliers, rétablis maintenant grâce à de généreux dons anonymes au fond paroissial.
De l'extérieur, on aurait pu croire que le village avait complètement oublié la double tragédie qui avait, pendant un temps, brisé ses rythmes polis et prévisibles. Mais les habitants ne l'avaient pas oublié. Pas vraiment. Ils faisaient simplement ce que les villageois avaient toujours fait face à l'inconfort, l'absorber dans leur routine, leurs recettes et leurs chapeaux du dimanche. La vie à Saint-Mildred le Mildredès ne s'arrêta pas pour un meurtre. Il se déplaça légèrement autour, comme l'eau autour d'une pierre. Au Rose et Crown, Silas Potts reprit sa place habituelle, mais il but sa pinte un peu plus lentement. Madame Edgecombe continuait de discuter des retards postaux avec une vive indignation, mais elle était devenue plus silencieuse lorsqu'elle manipulait des lettres qui ne lui étaient pas adressées. La chorale du presbytère reprit les répétitions avec des hymnes légèrement atténués. Et partout, dans les pauses entre les plaisanteries, on sentait persister la conscience que les jacinthes des bois avaient refleuri délicates et inconscientes, comme si rien ne s'était jamais passé sous leurs racines. Miss Marple, bien sûr, n'oubliait jamais rien. Pas tout à fait. Un matin, elle se tenait devant le portail de son jardin, saluant Miss Hartnell qui promenait son chien à un caniche miniature nommé César, qui tirait sur la laisse avec une excitation indigne. Une belle matinée. S'écria Miss Hartnell. Oui, acquiesça Miss Marple. Le genre de journée qui se fait passer pour totalement innocente. Miss Hartnell parut perplexe, mais hocha la tête et poursuivit. C'était une semaine après le départ discret d'Héloïse Netterfield du village, un départ qui n'avait pas encore été officiellement inculpé, mais dont tout le monde savait qu'il mènerait à un procès. La nouvelle avait fait la une des journaux. La Saint-Mildred Gazette avait titré avec goût. La bibliothécaire du village interrogée dans le cadre d'une enquête pour meurtre au presbytère, évitant soigneusement le mot « meurtrière ». Cynthia Durand, désormais hors de soupçon, était également partie. Elle quitta Willowden Hall sans cérémonie et sans déjeuner d'adieu. Certains disaient qu'elle était partie dans le Dorset chez des cousins. D'autres murmuraient qu'elle était à Londres, repartant de zéro. Miss Marple soupçonnait que ce n'était ni l'un ni l'autre, et espérait secrètement que c'était un endroit où elle pourrait se promener sans se sentir surveillée. Madame Durand était restée, toujours aussi calme, même si quelque chose en elle avait changé. La fière acuité de son ton s'était adoucie, le tranchant s'était émoussé. Elle avait commencé à aller plus régulièrement à l'église et avait pris en charge l'organisation de la rotation des fleurs, bien que les jacinthes des bois n'étaient plus autorisés dans les arrangements. L'inspecteur Grave retourna au village une dernière fois avant que l'affaire ne soit officiellement classée. Il rendit visite à Miss Marple, comme promis. Elle servit le thé et lui offrit une part de gâteau au madère. « Je dois dire, Miss Marple, remarqua-t-il, que je n'avais jamais vraiment compris, jusqu'à ce que vous m'expliquiez tout. C'est plutôt le but d'une bonne tromperie, inspecteur, répondit-elle en lui offrant de la crème. Elle se cache derrière ce qu'on attend. En effet, même si je ne peux m'empêcher de penser que Miss Netterfield ne voulait pas le tuer. Non, dit Miss Marple. Elle voulait l'effrayer. Et elle l'a fait. Mais la peur est dangereuse. Elle ne s'arrête pas quand on le lui demande. Elle ne voulait pas tuer Ansley non plus. Non, répéta Miss Marple. Mais les secrets engendrent le désespoir. Et le désespoir s'arrête rarement pour réfléchir au prix du silence. Il s'arrêta, sirotant son thé. Elle peut être reconnue coupable. Elle peut, a convenu mademoiselle Marple. Bien que si la justice doit avoir un sens des proportions, j'espère qu'ils verront ce qui l'a poussée. Elle n'était pas une femme méchante. Seulement un blessé. Grave hocha la tête. Vous avez une compréhension remarquable des gens, mademoiselle Marple. Pas remarquable, dit-elle doucement. Il a simplement pratiqué. Vous voyez, dans un village comme celui-ci, on a amplement l'occasion d'observer. Les gens se répètent, inspecteur. Leurs gentilles, leurs cruautés, leurs erreurs. Et si vous regardez attentivement, vous voyez le schéma émerger. Il a souri et pour la première fois depuis des semaines, cela semblait authentique. Vous avez été d'une grande aide à cette enquête. J'ai fait très peu,
à démonter Mademoiselle Marple. J'ai simplement posé les bonnes questions et écouté les réponses que la plupart des autres ont rejetées. La jardinerie n'a pas été tenue à nouveau cette année-là. Au lieu de cela, la paroisse a opté pour une modeste foire de la récolte en octobre, avec une pompe pressante, un stand de marchandises en tricot et un troisième concours de Victoria, très traditionnel, par la femme de la nouvelle courate. Après. Mais ce n'était pas seulement une éponge. C'était une routine. Communauté. La lente réfiguration des choses démêlées. Une quinzaine de jours plus tard, Mademoiselle Marple a reçu une lettre. L'enveloppe était bleu pâle, bien que je connaissais de vous. Cynthia a parlé souvent. Miss Marple a lu 2 fois la note avant de le plier et de le glisser dans le dossier de son livre de recettes. Ce soir-là, alors que le soleil se glissait derrière les toits de St. Mildred, Mademoiselle Marple s'est assise à côté de son feu avec un livre sur ses genoux et un châle drapé sur ses épaules. À l'extérieur, le monde s'est préparé pour le sommeil. À l'intérieur, les mystères de la nature humaine ont gardé sa compagnie, comme ils l'ont toujours fait. Certaines personnes lisent des thrillers pour leur rebondissement, d'autres pour leur tension. Mademoiselle Marple les a lus pour leur vérité. Se cacher entre les lignes. Ce qu'elle avait vu, encore et encore. Dans la vraie vie,